Alors bonjour à tous. Alors peut-être avez-vous entendu en tant que zèbre ou peut-être vous êtes-vous fait la réflexion en tant que non-zèbre, la réflexion suivante, à savoir mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de zèbres, de surdoués, de personnes soi-disant intelligentes, voire très intelligentes, qui seraient hyper empathiques, et puis alors qui auraient des problèmes relationnels, des problèmes d'adaptation, qui seraient en échec. Mais enfin, comment c'est possible ça? Parce que si vous êtes hyper empathique, eh bien, vous avez au contraire le sens de la relation, vous savez absolument vous adapter. Et puis le propre de l'intelligence, c'est bien de savoir s'adapter. Donc c'est quoi cette histoire et comment c'est possible? Alors je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai lue ou entendue d'un monsieur qui avait été diagnostiqué à l'âge adulte précoce et qui expliquait que lorsqu'il était enfant, il avait appris à lire et à écrire tout seul à l'âge de 3-4 ans et lorsqu'il s'était retrouvé en CP ou en grande section de maternelle et que la maîtresse posait en fait une question par rapport à de la lecture, eh bien personne ne répondait parce que personne ne savait. Et lui, bon, il savait, mais bon, il observait et il en avait conclu que la bonne attitude à avoir, c'est que lorsque la maîtresse pose une question, alors il ne faut pas répondre. Si vous voulez, en aucun cas, il s'était imaginé que lui était le seul à savoir, hein, que lui savait et pas les autres. Hein. Ça n'est pas du tout comme ça qu'on structure sa pensée. Et donc, voilà, alors, bon, dit comme ça, c'est une petite anecdote qui est mignonne, qui fait sourire, on se dit, bon, bah après tout, finalement, en réfléchissant, c'est assez logique. Hein. Et bien voilà comment une petite anecdote comme ça peut se répéter, en fait, à l'échelle d'une vie ou quasiment d'une vie. C'est-à-dire que, en fait, le petit zèbre, si à un moment donné dans sa vie, il n'a pas un miroir, en fait, qui lui renvoie qui il est, vraiment, eh bien, il ne va pas imaginer à aucun moment qu'il est déjà au-delà des autres, qu'il fait des choses particulièrement bien, mieux que les autres, qu'il est au-delà, il ne va pas imaginer ça un seul instant. Et donc, en fait, il va voir surtout ce que les autres font facilement et que lui n'arrive pas bien à faire. Hein. Il va voir les autres enfants qui sont en lien facilement, qui font des jeux facilement, qui ne se posent pas de questions. À l'école, il voit les enfants qui, voilà, les consignes, ça pose interrogation pour personne, alors que pour lui, ça en pose. Hein. Pour lui, eh bien, il a du mal à jouer au même jeu, qu'il trouve d'ailleurs parfois, quand il est petit, violent, hein, l'hypersensibilité du zèbre, voilà, il peut comme ça être très en retrait par rapport à des jeux qui lui paraissent violents. Et puis, bon, évidemment, comme il a un comportement, un questionnement, une façon d'être différente des autres, eh bien, il va être mis à l'écart. Hein. Je ne vous apprends pas que les cours de récréation ne sont pas du tout tendres. Hein. Les enfants n'aiment pas la différence. Hein. Donc voilà, alors pour peu que en cours, par exemple, comme à mon époque, moi je me souviens, j'avais un instituteur extrêmement austère, extrêmement rigide comme ça. Bon, et ça c'est vraiment quelque chose qui met pas du tout à l'aise le zèbre, hein, qui lui a besoin de relations bienveillantes, chaleureuses, enveloppantes. Hein. Donc pour peu que ce style d'instituteur le remette un petit peu vertement à sa place lorsqu'il intervient de façon spontanée, spontanée et décalée, et que l'instituteur prenne ça pour de l'arrogance et bon, une fois, deux fois, trois fois, et donc eh bien, le petit zèbre eh bien, va se mettre en retrait, n'osera plus intervenir, et puis va rester comme ça dans sa bulle et va être rapidement en décrochage scolaire. Hein. Pour peu qu'il ait un milieu familial extrêmement normatif, hein, où on attend de lui en fait qu'il rentre bien dans les cases, hein, parfois même avec des parents qui peuvent avoir senti son hypersensibilité, mais qui prennent ça en fait pour de la fragilité et qui se disent oulala, là là, mais cet enfant il est fragile, hein, il faut qu'on l'endurcisse parce que dans la vie sinon il va avoir des problèmes. Hein. Et puis bon, les parents qui sont quand même toujours agacés par cet enfant où c'est toujours
c'est jamais fluide avec lui, hein. Ça accroche toujours, il est toujours décalé, il a toujours des questions ou une attitude pénible, enfin, rien n'est jamais fluide. Donc, le petit zèbre, qui est un hypersensible, qui enregistre tout ça et qui est déjà tout petit, eh bien, dans une émotion extrêmement intense et en grande insécurité. En fait, il a un sentiment d'insécurité profond et il est comme ça débordé par des émotions très fortes et très inconfortables en fait. Et donc, il va avoir également eh bien, une image extrêmement dégradée de lui-même parce que à chaque fois qu'il va eh bien, évidemment chercher des miroirs, eh bien on va lui renvoyer que ce qu'il est en fait dérange et que ce qu'il est eh bien oui c'est ça, que ce qu'il est dérange. Bon, alors il va observer ce que font les autres et il va se dire, eh bien, il faut absolument que je comprenne comment ça fonctionne parce que, évidemment, moi, j'ai envie d'être en lien, j'ai envie d'avoir des copains, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être comme tout le monde. Hein. Et donc, il faut que je fasse des efforts hein, pour m'adapter. Parce qu'évidemment, il n'a pas conscience, lui, de ce qu'il fait particulièrement bien, de ses atouts. Il n'en a pas conscience si personne à un moment lui renvoie ça. Hein. Donc eh ben, il va essayer comme ça eh bien, d'imiter les autres au prix évidemment eh bien, de grandes souffrances parce que pour ça il est obligé de se contorsionner, hein, d'écraser sa vraie personnalité. Et ça, c'est ben voilà, c'est très souffrant. Et puis, eh ben, il va faire comme les autres. Et évidemment, comme généralement il ne fait pas les choses à moitié, et bien là aussi, souvent à l'adolescence, et bien il va pour faire par exemple rire les copains, hein, parce que c'est une bonne façon en fait d'être en lien, hein, de faire le clown, et ben il peut en faire évidemment plus que les autres et voilà être comme ça, trouver une façon d'être, oui, de se lier aux autres par un excès de pitrerie et voilà. Bon. Et évidemment, eh bien, plus il fait ça, plus il s'éloigne profondément de ce qu'il est. Hein. Et donc à l'âge adulte, eh bien, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il aime, il ne sait pas, il est en fait perdu. Hein. Et puis ce qui peut se passer, c'est qu'il peut avoir en fait, comment dirais-je, avoir conscience en fait de ces caractéristiques, des différents points en fait qui caractérisent le zèbre, mais en fait l'analyse qu'il va faire de la chose, eh bien, ne sera pas la bonne. Hein. Par exemple, il peut tout à fait se rendre compte qu'il a une hypersensibilité et qu'il peut comme ça pleurer, mais de façon à chaudes larmes devant un dessin animé, et puis comme ça être dans des émotions très fortes et très intenses, et les autres ne font pas ça. Hein. Donc ça, il peut se dire, mais finalement, c'est pas normal de faire ça. Hein. Je dois être un petit peu hystérique. Hein. Et puis, c'est pas normal de se poser autant de questions que je me pose. Hein. Les autres font pas ça. Et puis, je me pose quand même des questions bizarres. Ça, c'est pas normal. Hein. Je me demande si je suis pas un petit peu dingue. Hein. Ça peut être aussi de s'apercevoir en fait comment les autres rentrent bien dans des cases, dans des rôles où c'est bien défini, avec des idées comme ça marquées. Hein. Et ben lui, non, il se dit, mais moi, que je sais pas faire ça, rentrer dans un cadre, avoir des idées comme ça. Moi, je suis un petit peu d'accord avec ça, et puis en même temps ça, et puis en même temps où ça me parle pas trop. Enfin, bon, je dois être... J'ai aucune personnalité, en fait. Hein. Voilà, je suis paumée. Ouais, je suis paumée. Il peut se dire aussi...
Parfois, on peut lui renvoyer aussi le fait aussi d'être très tourné vers l'autre, hein, de s'occuper comme ça beaucoup de l'autre. On va lui dire, oui, enfin, ça c'est parce que tu es tourné vers les autres, parce que tu sais pas régler tes problèmes, hein, voilà, tu sais pas t'occuper de toi, donc tu t'occupes des autres. Bon, alors il va se dire, bah oui, en même temps c'est vrai, hein, en même temps c'est vrai que je sais pas trop m'occuper de moi, je suis un peu perdue. Bon, moi j'ai pas l'impression que je m'occupe des autres pour... Mais bon, ça doit être vrai, ça doit être ça, hein. Il peut aussi se dire, mais quand je dis quelque chose, en fait, et qu'on me demande d'expliquer pourquoi je suis arrivée, en fait, à cette conclusion, je sais pas expliquer ça. Et ben ça, c'est pas normal. Si je sais pas expliquer ça, effectivement, c'est que ça n'a pas grande valeur. C'est que je me la raconte, hein, parce que les autres, quand ils ont une idée, ils savent l'expliquer, hein. Donc, je me la raconte un peu. Et puis en même temps, quand même, quand je me dis tout ça, en même temps, je me dis, mais non, ça c'est... Quand tu dis ça, il y a un truc vraiment ressenti, il y a un truc de fond, mais il y a un truc vraiment, c'est sûr, ça vient de quelque part. Et l'autre côté qui dit, mais non, mais enfin, ce que tu dis, ça vient d'où? C'est n'importe quoi. Mais non, mais quand même, moi je sens bien qu'il y a autre chose, que je ne comprends pas, mais il y a autre chose. Et il y a ce tiraillement comme ça entre ce qu'il est vraiment et puis ce faux self ou ce questionnement en fait intense auquel il n'a, avec lequel, enfin, oui, où il n'a pas en fait les bonnes réponses, hein. Et ça, c'est un truc qui rend complètement dingue, hein, parce que quand il cherche une explication, et ben à chaque fois, il n'y a pas d'explication logique et d'explication satisfaisante, hein, et en même temps, il y a un truc qui le tire fortement et qui lui dit autre chose, hein. Et ça, c'est quand même extrêmement perturbant. Alors évidemment, il va aller voir des personnes, aller voir des psys pour aller trouver c'est quoi son problème, c'est quoi sa difficulté. Et puis évidemment, il cherche, et puis il trouve jamais, il trouve des semblants de pistes, et à chaque fois, c'est... Oui, c'est ça, mais pas vraiment. Ça, voilà, c'est jamais pleinement satisfaisant, évidemment, parce que la solution est ailleurs, hein. Et donc, il peut se dire, eh bien, finalement, si je ne trouve pas, en fait, quel est mon problème, eh bien, que ça doit être, c'est que c'est vachement enfoui, hein. Et alors, si c'est vachement enfoui, eh bien, ça doit être vachement grave, hein. Vachement grave, ou alors c'est vraiment que je suis vraiment pas une bonne personne, hein, qui a vraiment un sale truc que j'assume pas, et ça doit vraiment pas être terrible, hein. Donc voilà tout ce qui peut se raconter et qui contribue un petit peu plus à dégrader son image et à l'enfoncer, hein. Alors il peut aussi se dire, mais finalement, je sens bien, ça j'ai compris, que je ne pouvais pas modéliser sur les autres. Je ne sais pas comment je l'ai compris, mais ça je l'ai compris. Je vois les gens qui modélisent les uns les autres, mais moi, ça, je ne peux pas faire. Donc, je pense qu'il faut que je me fasse confiance. Ah bah oui, il faut que je me fasse confiance. Mais me faire confiance, c'est comment je fais, quoi. Comment je fais? Parce que finalement, à chaque fois quand j'étais plus jeune et à chaque fois que j'ai été spontanée, à chaque fois que j'ai été moi-même, j'ai subi des rebuffades, hein. On m'a dit, mais enfin, mais voilà, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais t'as des idées vraiment complètement bizarres, hein. Et puis tais-toi, et puis tu nous fais honte, hein. Bon, des choses comme ça. Donc aller comme ça s'appuyer sur ses ressentis, c'est extrêmement compliqué. Et puis ce qui se passe, et ça c'est vrai pour tout le monde, c'est que lorsqu'il y a des émotions trop intenses, eh bien la pensée claire, hein, se coupe, hein, le cerveau en fait se brouille, hein. Et comme lui en fait, eh bien, il a été dans des émotions très très fortes, il a eu même voilà, vraiment un débordement en fait d'émotions plus jeunes, et bien quand il va essayer comme ça
de faire des choses et d'être un petit peu, d'essayer de tenter en fait d'être lui-même et qu'il va observer des regards un petit peu soit des approbateurs, soit un petit peu ne serait-ce que interrogateurs, hein, où on se dit tiens lui il fait des trucs un peu bizarres, il pas comme tout le monde, voilà. Eh bien rien que quand il va capter en fait ces regards-là, eh bien hop toutes ces émotions envahissantes vont remonter et donc eh bien il n'aura plus accès à sa pensée claire et ça va comme ça s'embrouiller et ça va du coup le faire retomber et là encore une fois il peut se dire comme conclusion dire bah voilà t'as voulu faire mais en fait t'es pas capable parce que voilà tu sais pas ce que tu racontes tu t'embrouilles, c'est brouillon, donc t'es capable de rien. Voilà. Et donc, et ben voilà comment ça peut comme ça durer très longtemps, cette espèce de mauvaise lecture des choses. Alors, évidemment, il peut quand même faire des choses, hein. Le surdoué peut être très mauvais lorsqu'il n'aime pas quelque chose, mais il peut être aussi bon lorsqu'il n'aime pas quelque chose, hein. Et donc, il peut comme ça, et bien quand même avoir des métiers dans lesquels il va être bon, même voire très bon, même exceller, en fait, d'avoir d'excellents résultats dans des domaines très variés. Mais, donc parce qu'il aura su, en fait, prendre l'angle de vue, en fait, par lequel il pourra, comme ça, se nourrir, mais ce ne sera jamais pleinement satisfaisant. Cette souffrance et cette douleur sera toujours là parce que il n'est pas vraiment lui-même, il ne déploie pas son potentiel, hein. Et donc ça continue à le faire souffrir et à le tirailler, hein. Et puis aussi, une des caractéristiques très importantes, si ce n'est pour moi la plus importante, c'est l'intensité en fait, hein, l'intensité du surdoué. Et ça, l'intensité, on ne peut pas l'annihiler, hein. On peut en faire quelque chose de positif, hein, on peut être dans une énergie positive ou négative, mais on peut pas la faire disparaître, hein. Donc, eh bien, s'il n'arrive pas en fait à faire de cette énergie quelque chose de positif, hein, eh bien, ça va se retourner contre lui, et c'est ainsi en fait, eh bien, qu'on voit des surdoués qui vont en fait se faire du mal, hein, qui vont être dans des comportements destructeurs, dans des troubles alimentaires, dans de la scarification, dans des comportements en fait inappropriés qui vont en fait lui permettre de diminuer en fait cette intensité qui est extrêmement inconfortable, qui déborde comme ça, hein. Donc, eh ben, toutes ces conduites, en fait, eh bien, vont lui permettre de diminuer, en fait, eh bien, cette para-émotion, en fait, hein. Ça va permettre de diminuer cette intensité. Donc voilà, alors évidemment, ce que je vous raconte là, c'est pas vrai pour tous les surdoués, hein. Vous avez des surdoués qui sont épanouis, qui ont réussi à trouver leur place, qui ont réussi à déployer leurs ailes et qui ont réussi de chouettes trucs, hein. Vous avez probablement entendu parler des surdoués laminaires et des complexes, hein, donc des surdoués laminaires qui ont plutôt un QI homogène, qui sont des gens qui sont bons à peu près partout, qui s'adaptent beaucoup mieux socialement, qui ont beaucoup plus de facilité en fait à organiser leurs pensées, hein, et donc qui sont plus structurés en fait, hein. Et puis les autres, les complexes, eh bien, eux ont un QI plus hétérogène, hein, avec souvent ils peuvent être très bons dans des domaines parfois très spécifiques et puis pas bons du tout ailleurs, et donc sont des gens pour lesquels c'est difficile en fait de structurer en fait les choses, de structurer leurs pensées, hein. C'est extrêmement difficile pour ces gens-là. Et donc, ils peuvent être décalés, en rupture, et ils ont vraiment du mal, en fait, à s'adapter enfin, ils ont du mal à être dans la vie sociale, quoi, hein. Voilà.
Donc alors évidemment, moi je pense que lorsque on découvre tout ça, même à un âge avancé, eh bien c'est bien d'essayer, enfin c'est bien, le terme est pas bon, c'est ni bien ni pas bien, mais c'est peut-être intéressant et ça peut être vraiment l'objet d'un travail, à se dire mais finalement j'ai fait cette découverte sur moi, évidemment c'est pas comme si j'avais 20 ans, mais comment je peux finalement inscrire cette découverte, comment je peux l'inscrire dans mon quotidien sans me mettre dans un total inconfort, hein, sans tout envoyer péter, c'est pas ça le truc, mais est-ce que je peux pas justement trouver en fait, eh bien, un positionnement, un angle de vue qui me permet eh bien, d'intégrer ça et d'en faire quand même quelque chose de satisfaisant. Hein. En fait, je m'aperçois qu'à 50 ans, notamment, je trouve que c'est un âge absolument extraordinaire parce que je vois beaucoup, à ma petite échelle, hein, mais je vois, oui, pas mal de gens de 50 ans où il y a vraiment un regain en fait d'énergie incroyable, surdoué ou pas d'ailleurs, hein, mais de personnes comme ça qui alors soit parce qu'il y a eu une rencontre amoureuse, soit parce qu'il y a eu une rencontre avec un pervers narcissique, hein, enfin en tout cas un élément de vie qui fait qu'il y a quelque chose, il y a un déclencheur et qui fait que eh bien, ça propulse la personne eh bien, dans une nouvelle énergie et des personnes eh bien, qui ont envie de faire quelque chose de peut-être totalement différent de ce qu'ils faisaient avant. Et je trouve ça eh ben, très chouette parce que finalement, 50 ans, eh ben, 50 ans, on peut encore faire des choses, plein de choses très bien. Hein. Et puis même à 70 ans, hein, j'ai une dame de 70 ans qui m'a écrit, et bien là aussi, je pense qu'on peut tout à fait, si on le souhaite évidemment, mais tout à fait, eh bien, trouver une idée, encore une fois, un angle de vue, eh bien, et arriver en fait à faire quelque chose, hein, ne serait-ce que pour, les enfants, les petits-enfants. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je veux pas en faire des trop longues. Donc voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour expliquer comment le surdoué peut rester comme ça longtemps en galère et avoir une fausse explication en fait de ses caractéristiques. Hein. Et ça me permettait aussi de répondre à des personnes qui m'ont demandé mais c'est quoi le faux self, hein. Et ben voilà, le faux self c'est cette construction en fait à côté de qui l'on est vraiment. Hein. Alors il y a le faux self du surdoué, à ne pas du tout confondre avec le faux self du pervers narcissique. Hein. Je ferai une autre vidéo là-dessus, ça sera l'objet d'une autre vidéo parce qu'évidemment ça n'a rien à voir. Hein. Derrière les choses sont totalement différentes, voire opposées. Hein. Et voilà, donc eh bien n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, à liker si cette vidéo vous a plu et à m'interpeller si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition, donc à très bientôt sur une prochaine vidéo.